21h, 22h, tout est politique. Jean-François Aquili. Bonsoir et bienvenue dans la première édition de Tout est politique, votre nouveau rendez-vous sur France Info. Alors, tous les soirs de 21h à 22h à la radio et sur le canal 27 de la TNT, nous allons décrypter ensemble la nouvelle donne politique après le coup de balai de l'élection présidentielle. Et première de cordée, première invitée ce soir, il s'agit de Marlène Schiappa, la secrétaire d'État de l'égalité homme-femme. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, nous merci. allons décrypter avec vous la rentrée, compliquée d'Emmanuel Macron. Notez bien le déroulé de cette émission. À 21h30, notre séquence Les visiteurs du soir, c'est ceux qui réfléchissent à la vie politique, on va dire. Brice Teinturier, le directeur général d'Ipsos, nous rejoindra. Et à 21h45, notre parti pris, ce qui a retenu notre attention, nous recevrons Anne Fulda, journaliste au Figaro, auteur de Macron, un jeune homme si parfait aux éditions Plomb. Et nous débutons Tout est politique, et ce sera le cas tous les soirs, avec l'édito signé Gilles Bornstein. Voilà, bonsoir Gilles et bienvenue, installez-vous. Rentrez donc, on a dit, Gilles, compliqué pour Emmanuel Macron. Oui, bonsoir Marlène Schiappa. On a beau dire que les sondages, on ne les regarde pas. Celui-là, celui de l'IFOP pour le JDD d'hier, alors celui-là, il fait vraiment très mal. Moins 11% en un mois, 40% seulement de Français qui sont satisfaits. Mais alors surtout pour ce président qui aime tant être aimé, eh bien, il est beaucoup moins aimé que ses prédécesseurs à la même époque, moins que Nicolas Sarkozy et même moins que ce François Hollande contre qui il s'est construit. Alors il perd partout, chez les jeunes, chez les vieux, chez les riches, chez les pauvres, à gauche, à droite et même au centre. Pourtant, sa famille, il perd chez les ouvriers et même, plus étonnant, eh bien, chez les cadres et les professions intellectuelles. Et je ne voudrais pas être pessimiste et vous saper le moral d'entrée, mais il est très rare, même ça n'est jamais arrivé sous la Ve République, qu'on arrive à remonter le chemin quand la pente est aussi abrupte dès le début. Et qu'est-ce qui va se passer, Gilles ? Écoutez, je ne sais pas ce qui va se passer, mais ce qui est sûr, c'est que les Français doutent. Alors, il y a des doutes sur plusieurs ordres. D'abord, sur l'efficacité de sa politique. Emmanuel Macron, c'était enfin un politique compétent, créatif, transgressif, courageux, qui pouvait faire le job. Aujourd'hui, il n'y a pas de résultat. Ça, les Français ne lui en savent pas gré. Ne lui reprochent pas encore, mais finalement ce sont des débuts assez tatillons, assez brouillons, comme si finalement il n'était pas si près que ça pour le job. Il y avait aussi une espérance sur la justice, et là aussi il y a des doutes. Alors avec le gauche et droite, le mais en même temps, on se disait que c'était pas forcément la politique dont on avait envie, mais qu'au moins elle serait juste, et là force est de constater que pour l'instant c'est plutôt une politique de droite qui fait le bien pour les riches, comme l'a titré Libération ce matin. Que ceux qui nous regardent à la télé vont peut-être voir, finalement, il est plus le président des riches que Robin des Bois. Et puis, enfin, il y a un manque d'ambition, il y a un doute sur cette ambition avec Emmanuel Jupiter Macron. Eh bien, on allait changer de dimension, comme le PSG avec Neymar. On allait réformer, transformer, révolutionner la France. Finalement, il y a des baisses de charges morcelées, des impôts étalés, des avancements reportés, et finalement, jusqu'à présent, on est plus dans le super techno. Jusqu'à présent, on se rend compte qu'Emmanuel Macron joue un petit peu petit bras. Voilà, le décor est planté, c'est ce que l'on peut dire. Merci à vous, Gilles Bornstein. Vous nous revenez à tout à l'heure, à 21h20, pour votre droit de suite avec notre invitée dans Tout est politique, Marlène Schiappa, la secrétaire d'État à l'égalité femmes-hommes. Vous aurez l'occasion de lui répondre indirectement. Mais avant toute chose, avant d'évoquer cette rentrée du gouvernement, Marlène Schiappa, je voudrais évoquer vos propres chantiers également, que nous nous arrêtions un instant sur la disparition d'une grande dame du cinéma, Mireille d'Arc, décédée, on le sait, à l'âge de 79 ans, actrice populaire, Marlène Schiappa, réalisatrice engagée dans la cause des femmes. Qu'est-ce que évoque pour vous Mireille d'Arc, vous, la jeune ministre que vous êtes, je dirais lointaine héritière de Françoise Giroud ? D'abord, vous l'avez dit, c'était aussi une réalisatrice pour les femmes. Mireille d'Arc, c'était une actrice, une artiste, et c'est pour cela qu'elle est notamment connue. Mais on le sait moins, vous l'avez précisé, elle a aussi réalisé notamment 2 documentaires très fins sur les femmes. Elle voulait mettre un coup de projecteur sur les femmes prostituées notamment, mais aussi sur les femmes qui sortent de prison. Et puis plus généralement, Mireille d'Arc, elle transcende les générations, elle inspire encore maintenant. Vous savez qu'il y a une bande dessinée de Johan Sfar qui s'appelle je crois, tu n'as rien à craindre de moi. Il me semble qu'une des héroïnes
est surnommée Mireille d'Arc, elle est dessinée en tout cas sous ses traits. Ça nous montre à quel point cette femme libre nous a inspiré des générations plus tard encore. Alors son image colle à une grande époque, hein, c'est celle de l'après 1968. J'ai envie de vous dire, sans être désobligeant, Marlène Schiappa, vous n'étiez pas née, hein, mais c'est l'époque de la libération féminine. Hein, c'est celle de la loi de Neuwirth, avant les lois Veil sur l'avortement. La loi de Neuwirth, c'est celle qui autorisait la contraception. Est-ce que c'est une grande époque de la libération féminine qu'a pu incarner cette merveilleuse actrice? Est-ce que les choses, pour vous, elles ont beaucoup changé aujourd'hui? Oui, bien évidemment, les choses ont changé. Mireille d'Arc a été une des égéries de cette libération, mais on parle beaucoup, vous avez dit vous-même, c'est drôle, la libération féminine, en parlant notamment de contraception, je pense que c'était une libération globale dans les rapports entre les femmes et les hommes. C'était effectivement une période avant les années dites années SIDA, qui était une période particulière pour cette question des rapports entre les femmes et les hommes, en effet. On se souvient de cette Mireille d'Arc avec ce dos dénudé, hein, le grand blond avec une chaussure noire. Oui. Les messieurs la regardaient avec beaucoup de convoitise, mais pour les femmes, c'était aussi une façon de s'affirmer, de se dire libérée. Est-ce que les choses là-dessus ont aussi changé, pour ne pas dire régressé, Marlène Schiappa? C'est un vaste débat quasi philosophique que vous lancez là. Oui, sur certains sujets, les choses ont régressé. On note que les femmes sont parfois moins libres dans le monde, et notamment dans leur tenue vestimentaire. Vous l'avez montré, vous l'avez rappelé. Vous disiez que les hommes la regardaient avec convoitise. Moi, j'ai l'impression surtout que les hommes la regardaient comme leur égale. C'est-à-dire que c'était une actrice, une femme qui faisait rire, qui avait un talent, et que les hommes avaient envie de la regarder aussi comme une sœur et une collègue avant tout. Voilà, merci pour cet hommage mérité, hein, pour Mireille d'Arc, grande personne du cinéma français. On va maintenant évoquer la rentrée d'Emmanuel Macron, et tout de suite, après les titres de France Info, avec vous, Pierrick Bonneau. Jusqu'à 1,50 m de pluie par endroit, les autorités américaines s'apprêtent à accueillir plusieurs dizaines de milliers de personnes, près de 30 000, dans des centres d'évacuation. Inondations sans précédent après le passage de la tempête Harvey au Texas. De 30 à 50 comtés seraient impactés dans cet état du sud des États-Unis. Le président Donald Trump déclare ce soir l'état d'urgence en Louisiane. Le pays a besoin de transformation et les Français le savent. Propos signés Édouard Philippe tout à l'heure à l'issue d'un séminaire gouvernemental de rentrée à l'Élysée. Le Premier ministre a présenté les grands axes du travail gouvernemental pour les prochaines semaines, avec l'objectif de commencer à réparer, dit-il, en débutant par une transformation du droit du travail. Les investigations se poursuivent après la disparition de Maëlys en Isère, une fillette de 9 ans qui n'a pas donné signe de vie depuis la nuit de samedi à dimanche, disparue lors d'une fête de mariage. Le parquet de Bourgoin-Jallieu retient la qualification de l'enlèvement. Aucune piste n'est écartée pour l'instant, accidentelle ou criminelle. La mort du guitariste et cofondateur du groupe Elmer Footbeat, c'est une information de nos confrères de France Bleu Loire-Océan, alias Twistos, alias Vincent Lemoine, emporté par un cancer selon l'ancien manager du groupe Elmer Footbeat, groupe de rock alternatif né à Nantes, qui s'est fait connaître avec ce titre au début des années 90, la chanson Daniela. Et puis une bonne nouvelle pour tous ceux qui utilisent chaque jour la ligne la plus fréquentée d'Europe, la circulation des trains a repris sur le RER A qui traverse l'Île-de-France d'est en ouest. Après un mois de travaux, plus de 4 km de voies ont été renouvelées entre La Défense et Châtelet-Les-Halles. France Info. 21h, 22h, tout est politique. Jean-François Aquili. Merci Pierrick, à tout à l'heure. Hein, la suite de Tout est politique sur France Info avec notre invitée Marlène Schiappa, la secrétaire d'État à l'égalité. Alors je lis mes fiches, hein, femmes-hommes, parce qu'il faut le dire dans ce sens-là, il ne faut pas se tromper avec vous. Oui, je ne vous ai pas repris tout à l'heure pour ne pas faire une entrée en matière trop brutale, mais effectivement, ce n'est pas avec moi, c'est l'ordre institutionnel, c'est l'ordre alphabétique au demeurant. D'accord. Alors vous avez participé ce matin au séminaire gouvernemental de rentrée à l'Élysée autour d'Emmanuel Macron. Je vous propose d'écouter ce qu'a déclaré le chef de l'État, c'était en ouverture de ce séminaire. Certains prédisent le pire. Il ne faut jamais céder aux Cassandres. Certains peut-être même le souhaitent. Mais si nous sommes là, c'est pour faire, avec détermination. Et donc, ce sur quoi je veux que nous puissions aujourd'hui collectivement œuvrer et réfléchir, c'est justement que cette rentrée puisse répondre aux attentes de nos concitoyens. Marlène Schiappa, qui sont les Cassandres évoquées par Emmanuel Macron ?
On pourrait dresser la liste ensemble, elle est assez longue. Je pense non, mais sur le principe, de qui s'agit-il ? Sur le principe, je pense qu'il y a un certain nombre d'anciens responsables politiques qui appartiennent peut-être à ce qu'on appelle maintenant communément l'ancien monde, qui regrettent de ne pas être au pouvoir ou de ne plus y être, d'avoir été en quelque sorte l'ancien monde, vous dites. chassés. Oui, l'ancien monde politique, les anciens responsables politiques. Il y a eu un raz-de-marée, La République En Marche aux élections législatives, ça ne vous aura pas échappé. Un vaste renouvellement en profondeur de la classe politique. C'est ce qui s'est passé au mois de mai-juin. Absolument, mais le temps a un ils petit n'ont peu pas changé été aussi, élus pour un mois, ils ont été élus pour plusieurs années. Et effectivement, il y a un certain nombre de Cassandres, comme l'a dit le président de la République, qui nous prédisent ou qui nous souhaitent un échec. Et moi, je trouve assez grave de souhaiter finalement l'échec de son pays. Pour bien comprendre les choses, vous ne mettez pas la presse, les médias dans le camp des Cassandres, ou vous n'osez pas dire les choses parce que ce serait politiquement incorrect ? Non, moi je pense que j'ai jamais fait partie des gens qui souhaitaient le dégagisme des médias, ni qui critiquaient les médias. Je crois très profondément... Allusion à Jean-Luc Mélenchon, aux Insoumis ? Non, allusion à qui voudra se sentir... je défends la liberté de la presse profondément, y compris quand elle ne va pas dans notre sens. Par exemple, en ce qui concerne la une de Charlie Hebdo récente, j'ai fait partie des gens qui ont dit très clairement qu'on ne peut pas être Charlie que quand ça nous arrange. La presse est un cinquième pouvoir dans la démocratie. Elle est nécessaire et il faut la soutenir. Alors tout le monde sur le pont, qu'est-ce que ça signifie ? On avait bien compris au début de la présidence Macron que vous étiez prié peut-être de faire attention aux déclarations tous azimuts, intempestives dans les médias. Et maintenant, on a l'impression que ça y est, la com a changé, il faut aller dans les médias. Vous êtes là ce soir pour porter la belle parole gouvernementale. C'est ça l'idée ? Ça a changé ? Non, Jean-François Aquili, moi, ça fait 3 fois que je viens sur votre plateau, avec grand plaisir. Je ne pense pas qu'on puisse me reprocher d'avoir été trop discrète depuis ma nomination. Je pense que l'idée, c'est de faire de la pédagogie, peut-être de façon plus coordonnée. Et c'est pour cela que nous travaillons davantage ensemble, l'ensemble des membres du gouvernement, autour du Premier ministre et du Président de la République, pour donner à voir notre objectif de long terme. Notre objectif, il est clair, c'est la transformation du pays. Mais sans trahir de secret, parce que vous êtes certainement verrouillé dans votre parole, qu'est-ce qui s'est dit dans ce séminaire ? Vous êtes assise autour de la table, tous les ministres sont là. Qu'est-ce que c'est ? C'est un discours de combat, un discours de guerre ? Il faut redresser la barre, parce que, je vous le rappelle, le sondage IFOP-JDD, 40% de satisfaits, c'est une dégringolade. On appelle ça dévissé. Alors d'abord, il n'y a pas de question de secret ni de verrouillage, mais ce qui se dit à l'Élysée reste à l'Élysée par principe. C'est une question de méthode de travail et de confiance entre le gouvernement. Bon, ça, d'accord. Maintenant, vous savez que nous avons échangé très largement. Le but, ce n'est pas d'être populaire. Je dirais que le président de la République et le gouvernement ont le courage d'assumer un certain nombre de réformes pour viser à la transformation profonde du pays. Une vraie transformation, par exemple, sur la politique du logement, qu'on refonde totalement, sur la politique publique du travail également. Ça veut dire peut-être passer par un stade d'impopularité et ensuite avoir les effets de ces politiques et regagner cette popularité sans doute. Regardez ce qui se passe avec les APL, la CSG, les employés. On a l'impression qu'on est dans une politique de rabot et qu'il n'y a pour l'instant pas de redistribution. C'est un petit peu ça que les Français vous reprochent. 40%, vous n'avez pas commenté le sondage. Pour vous, ce n'est qu'un sondage, ça n'a pas d'importance ? Non, ça a bien sûr de l'importance. Tout ce qui peut nous donner à tendre à comprendre l'opinion des Français a bien sûr énormément d'importance. Mais comme je vous l'ai dit, on ne gouverne pas pour être populaire. D'abord, on gouverne pour transformer, pour savoir vers quel cap et vers quelle direction on se tourne d'abord. Et ensuite, je ne peux pas vous laisser dire, vous m'aviez dit que j'aurais l'occasion de répondre tout à l'heure à Gilles Bornstein. Oui. Je ne suis absolument pas d'accord, bien évidemment, pour dire que Emmanuel Macron serait le président des riches. Je pense que c'est non seulement caricatural, mais faux. Nous allons vers l'augmentation du minimum vieillesse, par exemple, vers l'augmentation de l'allocation adulte handicapé, vers la suppression des cotisations sociales, pour la diminution du moins pour les personnes au SMIC, ce qui donne plus de pouvoir d'achat. La même chose pour la suppression de la taxe d'habitation. Ça veut dire qu'en fait, on libère pour protéger. Là, nous avons peut-être trop expliqué la phase libérée. Nous arrivons dans une phase protégée. Qui dit séminaire dit méthodologie. Marlène Schiappa, je vous propose d'écouter ce qu'a pu en dire le Premier ministre Édouard Philippe au sortir de ce séminaire lors d'une conférence de presse. Les discussions avec les partenaires sociaux ont été intenses en juin, en juillet, en août, conformément à la méthode que j'avais présentée au mois de juin et à laquelle je suis extrêmement attaché. La loi d'habilitation a fait l'objet d'un débat législatif intense. Je rappelle que plus de 60 heures de débat en séance publique ont été consacrées à l'examen, si on prend l'Assemblée nationale et le Sénat, à l'examen du texte de la loi d'habilitation, et plus de 600 amendements, peut-être même plus de 800 amendements ont été discutés. Alors ça, c'est le monde parfait, le monde merveilleux. Quand vous écoutez les partenaires sociaux, ils disent tous, les ordonnances arrivent jeudi, mais 150 pages, on en a vu une trentaine. Qu'est-ce qu'il y a dedans ? Reconnaissez qu'il y a quand même une part d'ombre dans tout cela.
Non, une part d'ombre, je ne dirais pas ça comme ça. Je pense qu'au contraire, les partenaires sociaux reconnaissent au gouvernement, et notamment à Muriel Pénicaud, la ministre du Travail, son grand sens de la concertation, de l'écoute. Pourquoi est-ce que vous faites durer ce mystère? Il y a 150 pages, on n'en connaît que 30. Mais il faut les concevoir, il faut les écrire. Les 150 pages, ce n'est pas du tout une volonté de faire durer un mystère, c'est une volonté d'avoir les ordonnances qui soient le plus efficaces possible. Et pour cela, ça demande bien évidemment du travail et donc un temps de rédaction. Ça veut dire qu'il y aura des surprises du chef pour les syndicats à la sortie, quand ils découvriront la copie globale le jeudi, ils diront ah non, ça ne colle pas. Non, je ne pense pas qu'on puisse parler ainsi, et je pense qu'il faut en tout cas arrêter les spéculations. Moi, j'ai entendu un certain nombre de personnes prendre un certain nombre de positions, faire des paris sur ce qui allait se trouver dans les ordonnances, faire de la voyance sur les ordonnances. Je pense qu'il faut rester très serein. Les concertations ont eu lieu, le débat parlementaire a eu lieu, les ordonnances vont sortir, et nous verrons bien, c'est ça. En discuter absolument. Marlène Schiappa, nous allons voir avec Gilles Bornstein dans un instant quelle sera votre feuille de route, puisqu'il paraît qu'il faut que vous vendiez votre feuille de route. J'ai une question à vous poser, un petit peu identitaire, si je puis dire. Vous êtes d'origine corse, vous rentrez de Corse. J'ai cru comprendre, j'ai cru lire dans un magazine que vous vouliez être une sorte de porte-parole. Vous allez être la Miss Corse, vous allez porter les dossiers insulaires pour le gouvernement? D'abord, moi, au gouvernement, je suis en charge de l'égalité entre les femmes et les hommes. Oui, ça n'a pas grand rapport, oui. Maintenant, si, c'est un rapport. La première femme à siéger dans un conseil municipal, c'était Renée Pagès, la belle-sœur de Daniel Casanova, au conseil municipal d'Ajaccio. Il y a toujours un rapport. Moi, je porte la Corse partout où je vais, je la défends, et je veux bien évidemment travailler pour le territoire dont je suis originaire, mais avec l'ensemble des membres du gouvernement. Bon, Gilles Bornstein va nous rejoindre dans un instant pour son droit de suite. Nous reviendrons donc sur votre feuille de route. J'espère pour vous que vous êtes arrivé documenté. Tout de suite, les titres de 21h20 avec vous, Pierrick Bonneau. Et ce séminaire de rentrée du gouvernement, ce que nous préparons, c'est une transformation du droit du travail discutée, pensée et nécessaire, selon Édouard Philippe. Voilà comment le chef du gouvernement a commenté la réforme en préparation. Le Premier ministre dit croire au dialogue social en France. Ce soir, le président Macron annonce qu'il souhaite identifier les ressortissants qui ont droit à l'asile au Niger et au Tchad pour les mettre en sécurité, dit le chef de l'État en marge d'un mini-sommet à Paris entre Africains et Européens. Il y a quelques semaines, le président français avait annoncé une initiative similaire en Libye. Les coursiers à vélo de Deliveroo à nouveau dans la rue cet après-midi. Ils refusent les nouvelles modalités de rémunération imposées par l'entreprise. Rassemblement à Paris, à Bordeaux, à Lyon et à Nantes. Les coursiers dénoncent une précarisation de leurs conditions de travail et un abus du statut d'auto-entrepreneur. La mort de l'actrice Mireille Darc, sex-symbole du cinéma des années 70. Mireille Darc est décédée la nuit dernière à l'âge de 79 ans. La grande sauterelle, comme on l'appelait, avait fait ses débuts au théâtre, puis à la télévision dans les années 60, avant de tourner au cinéma sous la direction notamment de Georges Lautner. Les deux ont tourné une quinzaine de films ensemble. Et puis 8 départements toujours en vigilance canicule ce soir en France, jusqu'à mercredi matin pour le Tarn-et-Garonne, la Saône-et-Loire, le Jura, la Loire, le Puy-de-Dôme, le Rhône et l'Allier. Des températures pouvant aller jusqu'à 37 degrés. Pensez à vous hydrater. France Info. 21h, 22h, tout est politique. Jean-François Aquili. Merci Pierrick. La suite de Tout est politique sur France Info avec notre invitée ce soir, Marlène Schiappa, la secrétaire d'État à l'égalité femmes-hommes au sortir d'un séminaire gouvernemental. Et nous sommes dans le droit de suite de Gilles Bornstein. Alors, droit de suite, vous avez dit tout à l'heure, vous avez contesté le fait que Emmanuel Macron soit le président des riches, alors que c'est vrai que la formule est peut-être un petit peu abrupte, mais c'est l'OFCE, l'Office français de conjoncture économique, qui n'est pas une officine particulièrement contestataire et qui est une officine publique, qui dit ce matin que les 10% des Français les plus riches vont profiter de près de 50% des allégements fiscaux décidés par le gouvernement. Donc ce sont bien les plus aisés qui profitent le plus de la politique du gouvernement. D'abord, par définition, ceux qui sont les plus riches sont ceux qui payent le plus d'impôts, puisque nous avons un système d'imposition et de redistribution en France. Supprimer l'ISF n'était pas une nécessité. Il n'est pas supprimé. Réformer l'ISF n'était pas une nécessité. Je pense au contraire que si, et très honnêtement, je n'ai pas l'habitude d'être taxée de quelqu'un de droite. Je pense qu'au contraire, il était important de réformer l'ISF. Pourquoi ? Pour libérer, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure à Jean-François Aquili. Tout le plan de transformation du président de la République tient sur libérer pour protéger. J'entends, mais pour ça qu'on profite puisse protéger, pour qu'on puisse
créer des emplois, pour que ça puisse profiter à l'ensemble des Françaises et des Français, il faut libérer l'économie. Absolument, mais dans l'immédiat, ça va surtout profiter à ceux qui vont arrêter de le payer. Dans l'immédiat, mais il y a un deuxième temps. D'abord, la réforme de l'ISF. À quoi ça va consister? L'idée, c'est de libérer l'argent qui circule dans l'économie pour que l'investissement soit moins taxé, mais de plus taxer, par exemple, les propriétaires immobiliers. Vous avez tous bossé au gouvernement sur le domaine des Mais autres, vous savez, on travaille entre ouais, deux plateaux. Alors, repartons sur votre domaine à vous, et je voudrais qu'on écoute Édouard Philippe tout à l'heure. À tous ceux qui pensent qu'il ne faut rien changer et qui caricaturent sur les estrades, je veux dire que la réforme que nous présenterons jeudi est une avancée sociale majeure. Le dialogue social dans l'entreprise et dans la branche, les TPE, PME et l'emploi en seront les grands gagnants. Voilà, donc il liste les priorités du gouvernement, disant que cette loi était la priorité du gouvernement, et j'ai bien écouté 2 fois, j'ai pas du tout entendu que l'égalité homme-femme ou que l'égalité salariale, enfin bref, tout ce qui concerne votre domaine dans l'entreprise, soit une des priorités du gouvernement. Alors c'est drôle parce que moi j'ai entendu des journalistes, je ne sais plus si c'était vous ou quelqu'un d'autre, dire au contraire qu'il y avait trop de priorités et que le Premier ministre avait cité trop de priorités et qu'à force de trop de priorités, on ne savait plus laquelle était la priorité. Par définition, c'est un exercice, la conférence de presse post-séminaire, qui n'est pas exhaustif. Qu'y a-t-il dans cette loi pour favoriser l'égalité homme-femme au travail? Est-ce que c'est un des grands titres de la réforme du Code du travail? Il y a énormément de choses. Je vais vous dire, on a un plan d'action sur l'égalité professionnelle en 3 temps. La prévention, l'action et la répression. C'est-à-dire qu'on a un arsenal juridique depuis la loi Roudy 83 qui est constamment renforcé, qui est énorme et qui est nécessaire. Mais maintenant, la loi a changé, la vie doit changer. C'est-à-dire qu'on doit mettre les mains dans le moteur et aller au cœur des entreprises. La prévention, ça veut dire qu'on va agir sur l'orientation des jeunes filles, qu'on va agir sur toutes les causes des inégalités professionnelles, par exemple en sécurisant le congé maternité, notamment pour les agricultrices, les chefs d'entreprise, les professions libérales qui sont lésées actuellement par rapport aux femmes salariées, et en agissant sur l'implication des hommes dans la sphère familiale pour rééquilibrer la conciliation vie pro-vie familiale qui est débordante du côté des femmes. Ça, c'est la prévention. Ensuite, sur l'action, le 12 septembre, j'organise à mon ministère une formation pour les 10 entreprises les moins bien classées du baromètre Ethics and Boards, celles qui respectent le moins la féminisation des entreprises, l'égalité professionnelle. Sur l'action, nous éditons aussi avec Myriam Pénicaud. Mais ça sera de l'incitation, il n'y aura pas de sanction. Quand vous dites de la formation, alors, la sanction, c'est dans la répression. Là, je suis sur la prévention et l'action. Volet numéro 3, la répression. Au contraire, une loi existe pour l'instant, mais nous sommes aperçus avec mon collègue, le ministre de l'Action et des Comptes Publics, Gérald Darmanin, qu'il n'y a pas de dispositif qui permettent actuellement de prélever directement les amendes et de les réinjecter dans le budget de l'État. Ça va être fait. Donc nous sommes en train de construire ce dispositif pour aller directement prélever les amendes. En outre, pendant cet été, j'ai signé avec le défenseur des droits, Jacques Toubon, une convention qui nous permet de multiplier notamment les contrôles aléatoires auprès des entreprises, mais aussi d'aller vers plus d'informations sur les droits des femmes au travail. Et enfin, je tiens à préciser que dans ces ordonnances, puisqu'il semble y avoir un suspense sur le contenu de ces ordonnances travail, la protection des femmes au travail est bien sûr maintenue et toutes les négociations qui concernent la parité, l'égalité professionnelle et salariale sont bien sûr maintenues au niveau le plus haut et ne seront pas faites entreprise par entreprise. Alors, si on vient plus tôt dans la vie, si je puis dire, Jean-Michel Blanquer, votre collègue de l'Éducation nationale, dit beaucoup que pour lui, en primaire, il faut revenir aux fondamentaux, lire, écrire, compter. Moi, je n'ai pas entendu que l'enseignement de l'égalité homme-femme était un de ces fondamentaux. Est-ce que je me trompe ? Alors moi, je l'ai entendu. J'ai entendu qu'il ne s'arrêtait pas à lire, écrire, compter. La citation exacte, que j'ai d'ailleurs reprise et qui a circulé, c'est lire, écrire, compter, respecter autrui. Exact. Respecter autrui, ça veut dire mettre en œuvre la loi qui veut qu'il y ait 3 journées d'intervention dans les écoles sur le respect entre les filles et les garçons, sur l'éducation à la lutte contre ces stéréotypes et qui permettent justement une meilleure vie entre les élèves filles et les élèves garçons, ce qui à terme amène vers une orientation plus équilibrée entre les filles et les garçons. Actuellement, ce sont les garçons qui majoritairement vont vers les filières dites d'excellence scientifique qui à terme sont mieux rémunérées et moins les filles. L'idée, c'est de rééquilibrer cette orientation et ça commence, vous l'avez dit très justement, à l'école primaire par le respect d'autrui. Ce matin, on a entendu chez nos confrères de France Inter Leïla Slimani pour son dernier ouvrage « Sexe et mensonges », dans lequel elle parle du problème particulier que pose la sexualité au Maroc et plus généralement dans le monde musulman. Est-ce que c'est un constat que vous partagez ? Alors d'abord, moi je ne crois pas qu'il y ait de monde musulman qui soit un bloc monolithique. Je pense qu'il y a différentes choses. Ensuite, je pense que la sexualité est effectivement
assez problématique. J'ai entendu un certain nombre de citations de Leïla Slimani. Au demeurant, j'ai lu ses précédents livres et j'aime beaucoup le message qu'elle porte de libération des femmes sur ce sujet. Elle disait que elle, le constat qu'elle fait, c'est que... Quand vous avez dit assez problématique, dans le monde arabe, vous vouliez dire ? Non, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Assez problématique de façon générale. Voilà. Je pense que... Il va falloir boucler. Vous m'arrêtez. Non, il va falloir boucler, c'est pour ça. Je dois conclure peut-être, si je peux dire que vite. juste la lutte contre l'obscurantisme est bien évidemment une des priorités de mon ministère. C'est la défense des valeurs de la République et c'est pour ça notamment que cet été nous avions une vaste campagne contre les mariages forcés et contre l'excision. Merci. Dans Merci quelques instants, la suite de Tout est politique avec la météo et les infos. À tout de suite sur France Info. L'info s'écoute. L'info se regarde. L'info se suit. L'info se commente. L'info se partage. L'info, c'est France Info. Aujourd'hui, France Info, c'est une radio, une application, le site franceinfo.fr et une chaîne de télé sur le canal 27 de la TNT. Tous les matins à 8h30, nous sommes 3 autour de la table. Il y a 2 journalistes, Jean-Michel Apathy et Bruce Toussaint, et il y a surtout un invité politique qui répond à toutes nos questions. C'est l'interview politique de France Info. 8h30, Toussaint Apathy, du lundi au vendredi sur France Info. France Info Météo avec Calipage. Toute la papeterie et toutes les fournitures scolaires. Rendez-vous dans l'un de nos magasins ou sur calipage.fr. Voilà, et Elodie Calac pour la météo. Encore 8 départements en vigilance orange canicule dans le sud-ouest et le centre-est. Cette nuit, pas moins de 15 à 20 degrés sur les régions du nord, 18 à 23 au sud. L'après-midi, les fortes chaleurs remonteront vers le centre, vers l'est. 37 degrés attendus à Clermont-Ferrand, 36 à Tours, Nevers, Limoges et Valence, 35 à Toulouse, 34 à Nantes. Il fera 33 degrés à Rouen, Paris, Nancy, Marseille, 26 du côté de Cherbourg et de Biarritz, 22 à Brest. Côté ciel, du très beau temps, de la Normandie et du nord vers le nord-est, le centre, la Côte d'Azur et la Corse, plein soleil. Sur le sud-ouest, ce sera un peu plus voilé dès le matin avec une averse possible sur les Pyrénées. L'après-midi, le voile nuageux gagnera la Bretagne avec parfois une ondée, des orages pour les Pyrénées et ça deviendra bien nuageux sur le nord-ouest de la Bretagne l'après-midi. Annonce d'une dégradation pour mercredi. France Info. Ouvrez l'info. Voilà, vous écoutez France Info, toute l'info avec vous, François Lepage. Il avait saisi la justice française avec une centaine d'autres épargnants. Enrico Macias perd son procès contre les dirigeants d'une banque islandaise. Le chanteur, comme les autres plaignants, s'estimait victime d'une escroquerie à l'hypothèque. Mathilde Lemaire assistait à l'audience. Enrico Macias était sans voix à la sortie. Les autres parties civiles, de petits entrepreneurs, de petits propriétaires, tout aussi abattus. Tous accusaient les responsables de la banque islandaise Landsbanki de les avoir escroqués, de leur avoir fait signer des contrats d'hypothèque sans les avertir des risques élevés, sans leur révéler non plus les fragilités de la banque. En hypothéquant leur maison, les clients récupéraient un crédit versé pour une partie en argent liquide, pour l'autre partie en placement financier. Montage complexe, cela avait séduit Enrico Macias qui voulait rénover sa villa de Saint-Tropez. Les problèmes surviennent quand Landsbanki fait faillite en 2008, là tout s'effondre. La liquidatrice de la banque réclame aux propriétaires le remboursement intégral des prêts. Pour le chanteur, 35 millions d'euros. Les juges, après avoir consulté des experts, épluché les plaquettes commerciales et contrats de l'époque, ont aujourd'hui estimé, malgré tout, que les emprunteurs n'ont pas été victimes de tromperie, qu'ils ne pouvaient ignorer les risques, qu'ils ont péché en somme par naïveté. La faillite, ce sont les aléas de la vie économique, conclut le président. Le tribunal autorise les liquidateurs de la banque à vendre, si besoin, maintenant les biens hypothéqués, dont la luxueuse villa d'Enrico Macias. Mathilde Lemaire, une enquête pour enlèvement a été ouverte en Isère. Les recherches se poursuivent pour tenter de retrouver Maëlys, une fillette de 9 ans disparue dans la nuit de samedi à dimanche au cours d'un mariage à Pont-de-Beauvoisin. Un appel à témoins a été lancé. La France a besoin de transformation. Les propos sont d'Édouard Philippe en début d'après-midi devant la presse. Le Premier ministre assure que son gouvernement va apporter aux Français les réponses qu'ils demandent. Gouvernement qui faisait sa rentrée ce matin à l'Élysée, réuni en séminaire, rentrée sous tension avant la présentation dès jeudi des ordonnances de réforme du droit du travail. Emmanuel Macron, en chute dans les sondages, a appelé les ministres à plus de volontarisme. Certains prédisent le pire, a-t-il dit. Il ne faut jamais céder aux Cassandres. Un mini-sommet
sommet sur la crise migratoire. Emmanuel Macron avait convié cet après-midi 6 dirigeants européens et africains pour inciter les pays africains à mieux lutter contre ces flux massifs. Le président français dit ce soir vouloir l'identification dès le Niger et le Tchad des ressortissants qui ont droit à l'asile pour les mettre en sécurité le plus rapidement possible. Les invités africains, eux, ont rappelé leur souhait de concret et d'aide. La question de l'immigration, disent-ils, ne sera résolue que par le développement. Après le Texas, la Louisiane est désormais en état d'urgence. La tempête tropicale Harvey se dirige vers cet état voisin, mais elle fait toujours rage pour le moment au-dessus du Texas. Des trompes d'eau continuent de tomber depuis presque 3 jours à Houston et dans sa région. La première journée de l'US Open de tennis, dernier tournoi du Grand Chelem de la saison. Côté français, à noter les qualifications déjà de Benoît Paire, Caroline Garcia et Alizé Cornet. À 21h33, la suite de Toutes tes politiques avec Jean-François Aquili. – 21h, 22h, Tout est politique, Jean-François Aquili. La deuxième partie donc de Tout est politique sur France Info avec notre invitée ce soir Marlène Schiappa, la secrétaire d'État à l'égalité femmes-hommes, je l'ai bien dit, avec mon complice Gilles Bornstein et notre nouvel invité que nous accueillons ce soir. Bonsoir Brice Teinturier. Bonsoir. Vous êtes directeur général d'Ipsos, bienvenue. Alors vous êtes notre premier visiteur du soir dans Tout est politique. Cette séquence, c'est un honneur dédié aux think tanks, je vais le dire en français, aux cercles de réflexion, aux économistes, aux sociologues, aux chercheurs, aux spécialistes de l'opinion, c'est ce que vous êtes. Nous allons chaque soir prendre un peu de recul avec vous, avec ceux qui réfléchissent à la chose politique, si je puis dire, pour tenter de comprendre les évolutions, les attentes de la société. Alors, Brice Teinturier, tout simplement, question de base, comment expliquer aujourd'hui cette chute brutale d'un président aussi populaire il y a encore 3 mois ? Bon, alors d'abord, vous l'avez rappelé, la chute factuellement, elle est mesurée, elle est incontestable. Et on est sorti d'une phase en mai, juin, juillet, où on était dans une attente bienveillante avec un leitmotiv qui était « il faut lui laisser sa chance ». Donc clairement, on est passé à autre chose. Il y a du dépit, il y a de l'inquiétude, il y a une forme de déception. Donc pourquoi ? Il y a d'abord la nature de toute une série de mesures qui, mécaniquement, ne peuvent que générer du mécontentement chez toute une catégorie de Français. Gilles Bornstein a souligné que, justement, toutes les catégories étaient concernées, mais on peut mettre en face assez précisément... Quand vous dites les mesures, c'est des mesures. Des mesures d'injustice sociale, un petit peu, c'est ça ? Je ne sais pas si elles sont d'injustice sociale, mais par exemple, le rétablissement de la journée de carence pour les salariés de la fonction publique, ce n'est pas forcément quelque chose de très agréable. Les 5 € de baisse pour les APL, évidemment, pour les jeunes, ce n'est pas non plus quelque chose de très agréable. Donc rien que ça explique une partie de la baisse. Mais ça ne suffit pas à l'expliquer. Parce que cette baisse, elle est importante, elle est rapide, et elle met maintenant Emmanuel Macron même un petit peu en dessous du niveau qui était historique de François Hollande. Donc qu'est-ce qui s'est joué d'autre ? D'abord, je crois, des mesures qui interviennent au moment où une petite musique ne cesse de dire aux Français « ça va mieux ». La situation s'améliore, les indicateurs commencent à virer au vert. Et du coup, il y a une tension. Ce que l'exécutif lui-même dit d'ailleurs. Gilles Bornstein. Tout à fait. Oui. Mais par conséquent, il est encore plus difficile d'admettre qu'il faille faire des efforts pour la transformation du pays, alors qu'on vous explique par ailleurs que les choses s'améliorent. Mais vous pensez que les Français entendent cette petite musique positive des indicateurs ? Oui, j'en suis convaincu. Vous savez, à chaque fois qu'il y a quelque chose d'un peu positif qui peut venir conforter leur idée que ça va aller mieux, ils ont plutôt tendance à s'en saisir. Mais du coup, cela aurait dû normalement générer une explication supplémentaire, puisque la nature des mesures difficiles qui est prise peut être d'autant moins compréhensible. Et là, il y a eu, au contraire, plutôt un silence de la part de l'exécutif qui a ajouté, je crois, aux interrogations et aux tensions. Troisième élément, il ne faut jamais oublier tout simplement le socle initial de soutien d'Emmanuel Macron. 24% au premier tour de l'élection présidentielle. François Hollande avait obtenu 28,6%, Nicolas Sarkozy 32%. Donc en réalité, on revient après une période très positive où Emmanuel Macron avait bien incarné la fonction présidentielle telle que les Français le souhaitaient. On revient à quelque chose qui est aussi plus naturel. Et puis il y a quelques autres éléments, je pense, qui jouent beaucoup, dont certains que vous avez évoqués. Il y a un double décalage dans les mesures. Il y a un décalage en même temps, dans l'équilibre des mesures libérales ou perçues comme de droite et des mesures qui pourraient être plus de protection et plus de gauche. On ne peut pas tout faire en même temps, c'est ça. Voilà. Et du coup, certaines catégories peuvent commencer, notamment à gauche, à se dire « mais finalement, est-ce que c'est bien ça qu'on a acheté » entre guillemets. Et le centre n'est dit de gauche ni de gauche, comme le disait Mitterrand.
Exactement. Voilà, réflexion de Gilles Bornstein. Marlène Schiappa, réaction à ce que vient d'avancer Brice Teinturier. Ce décalage, vous le ressentez, vous aussi, des indicateurs qui tournent au vert et des annonces un petit peu, finalement, un petit peu anxiogènes? Bien sûr, oui, je comprends complètement. Vous avez dit tout Mais à vous l'heure l'assumez ou pas, ça? Non, vous avez dit qu'on était au début dans une attente bienveillante. Je pense qu'on est passé d'une attente bienveillante à une attente tout court et voire à une forme d'impatience qui est très légitime. Les Françaises et les Français ont vécu, parfois subi presque un an de campagne présidentielle avec de grandes espérances pour beaucoup d'entre eux et d'entre elles dans la victoire d'Emmanuel Macron. Ils sont donc impatients que ce plan de transformation se mette en œuvre. Ils ont voulu qu'on change tout, donc ils veulent voir rapidement les effets de ce changement et je les comprends. C'est l'hypothèse optimiste. Si c'est uniquement de l'impatience, j'ai envie de dire, tout va bien. Il va falloir un peu de temps, mais peut-être que l'impatience finira par être calmée. Moi, je fais aussi une autre hypothèse, même s'il y a certainement de l'impatience, qu'il y a une forme de dépit, d'interrogation, voire d'inquiétude. Par exemple, de nombreux Français peuvent se sentir, non pas floués, le terme serait trop fort sans doute, mais en tous les cas peuvent considérer qu'entre ce qui avait été annoncé sur les bénéfices de certaines mesures et puis les efforts qui allaient devoir être faits, et bien que les choses devaient arriver en même temps, et puis que là finalement on diffère dans le temps davantage les bénéfices que les efforts qu'on va demander. Oui, mais je vous rejoins, c'est exactement ce que je disais. Sur l'impatience, dans l'impatience, il y a aussi parfois une part d'inquiétude, et ça va avec l'espérance qui a été mise dans l'élection d'Emmanuel Macron. Gilles Bornstein, peut-être un commentaire, oui. Brice Teinturier, est-ce que vous avez l'impression qu'il paye davantage ce qu'il fait ou ce qu'il ne fait pas? Donc vous l'avez dit, des mesures dites impopulaires, ou ce qu'il est, sa posture? Je pense au limogeage du général de Villiers, où il donnait un petit peu l'impression quand même d'être capricieux, ou ses rodomontades avec Trump. Pardon, mais je ne peux pas vous laisser dire qu'il y a eu un limogeage quand il s'agit d'une démission. Ce n'est pas un limogeage. Très bien, admettons. Le départ du général de Villiers, disons, est-ce qu'il paye ce qu'il fait ou ce qu'il est? Alors je pense qu'il paye davantage ce qui est fait, ce qui est annoncé, ce qui n'est pas encore fait, et puis également ce qui a été retenu de la campagne présidentielle. Le succès du macronisme à la présidentielle, c'est aussi l'idée qu'on va rénover profondément la vie politique, la manière de faire de la politique. Et ça ne se résume pas à une loi de moralisation de la vie politique, aussi importante soit-elle. Et finalement, ce que se disent les Français, je crois, aujourd'hui, c'est qu'ils se retrouvent avec des politiques, c'est-à-dire qu'il n'y a plus les vieux politiques, les anciens politiques. Je vous entendais tout à l'heure évoquer ça, mais je crois que très vite pour les Français, vous êtes les politiques. Vous voulez dire quoi? Les politiques changent, les visages changent, mais pas forcément la mécanique ou les pratiques. Voilà. Ce que vous dites est terrible, c'est-à-dire qu'ils deviennent l'ancien monde 3 mois après avoir été le nouveau monde. C'est tout l'enjeu. La nouveauté, c'est tout l'enjeu. On n'a pas fait uniquement campagne sur la nouveauté, sur le renouveau. Il y a vous avez tout à fait raison. Vous n'avez pas fait campagne uniquement là-dessus. Mais je pense que c'est le moteur de l'espérance qu'a nourri Emmanuel Macron, en tous les cas que les Français ont projeté dans l'élection d'Emmanuel Macron. Et vous n'êtes pas, je ne me permettrai pas de dire ça, l'ancien monde politique aujourd'hui, mais l'enjeu est malgré tout celui-là. Est-ce que vous conservez cette capacité à incarner quelque chose de différent et de nouveau, ou est-ce que très vite, les Français ont le sentiment, et je crois que c'est ce qui s'amorce, que finalement ce n'est pas si différent que cela. Et il y a des difficultés inhérentes au partage des pouvoirs, à la relation Premier ministre, Président, et tout cela fait de moins en moins nouveau ou différent. Nous allons poursuivre cette analyse avec vous, Brice Teinturier, après les titres de France Info de 21h40 avec vous, Pierrick Bonneau. Toujours aucune trace ce soir de la jeune Maëlys en Isère. La fillette de 9 ans a disparu lors d'une fête de mariage dans la nuit de samedi à dimanche. L'enquête semble pencher pour l'instant vers un enlèvement, mais aucune piste n'est écartée, précise le parquet. D'importants moyens sont déployés pour la retrouver. La petite fille aux cheveux châtains mesure 1,30 m. Elle était habillée d'une robe blanche samedi soir. Un numéro a été mis en place si vous avez la moindre information. Le 04 76 37 00 17. 04 76 37 00 17. Une décision du tribunal administratif de Dijon à propos des menus sans porc dans les cantines. Cela concerne la ville de Chalon-sur-Saône qui avait supprimé ses repas de substitution il y a 2 ans. Eh bien, cette décision est annulée. Les enfants musulmans et juifs vont pouvoir de nouveau bénéficier de ces menus dans cette commune de Saône-et-Loire. Le président Trump déclare l'état d'urgence en Louisiane, une mesure qui va permettre de mobiliser davantage des moyens fédéraux avant l'arrivée de la tempête tropicale Harvey qui a déjà touché l'État voisin du Texas. Les autorités américaines
s'apprête à accueillir plusieurs dizaines de milliers de personnes, probablement 30 000 dans des centres d'évacuation. Les réactions après la mort de Mireille Darc. La comédienne s'est éteinte à l'âge de 79 ans la nuit dernière. Elle était mon amie, ma sœur, ma complice, écrit le chanteur Michel Sardou, avec qui Mireille Darc avait écrit une chanson. Brigitte Bardot rend hommage à sa petite sœur de cinéma qui avait gardé son âme d'enfant. Fin de citation. France Info. 21h, 22h, tout est politique. Jean-François Aquili. Tout est politique, la suite avec notre invité ce soir, Marlène Schiappa, la secrétaire d'État à l'égalité femmes-hommes, avec Gilles Bornstein, avec notre deuxième invité, Brice Teinturier, le directeur général d'Ipsos. J'aimerais vous faire commenter cette petite phrase, pardonnez-moi pour cette expression, Brice Teinturier, du moins cette déclaration d'Emmanuel Macron à Bucarest devant la communauté française quand il dit que la France n'est pas un pays réformable. Qu'est-ce qu'il a voulu dire? On demandera la même chose évidemment à Marlène Schiappa. D'abord, je crois que factuellement, ce n'est pas ce qu'a dit Emmanuel Macron, que le début de la phrase est effectivement les Français détestent les réformes, mais que la fin de la transformation. Phrase, voilà, et que la fin de la phrase, qui souvent a été tronquée, était mais il faut expliquer le sens de ces réformes et il faut de la transformation, ce qui change quand même un petit peu la tonalité générale là pour le coup de la phrase. Une fois qu'on a dit cela, il est tout à fait exact que les Français sur les réformes ont un rapport extrêmement ambivalent. Leur adhésion à la réforme est un indicateur de leur insatisfaction à l'égard de la situation actuelle. C'est pour ça qu'ils nous disent qu'il faut que les choses changent et à chaque élection présidentielle, qu'ils privilégient celui qui va incarner le changement. Mais quand on rentre dans le dur de la réforme, eh bien mécaniquement, on fait aussi des mécontents, on génère des inquiétudes, et là, les choses deviennent de plus en plus difficiles. Donc il faut impérativement non pas faire la pédagogie des réformes. Moi, je crois que ce terme irrite une partie des Français parce que les Français ne sont pas des enfants à qui un maître viendrait comme ça faire de la pédagogie. En revanche, il faut aller s'expliquer et expliquer très clairement pourquoi il est nécessaire. De mode de Absolument. communication, etc. C'est une des raisons de la baisse d'Emmanuel Macron. Il est aussi, et pardon de le dire comme cela, mais relativement seul parce que les ministres et le gouvernement actuel ne sont pas encore suffisamment connus par les Français et ne bénéficient pas d'une légitimité puissante, forte, antérieure à leur nomination. Donc tout cela justifie encore plus qu'Emmanuel Macron vienne expliquer aux Français et s'expliquer sur la nécessité de cette transformation selon lui, et surtout les bénéfices qu'ils pourront, les Français, en retirer ultérieurement. Je vais vous donner la parole, Gilles Bornstein. Juste une question pour Marlène Schiappa. L'opinion ne voit pas clairement la direction, le but que l'on se fixe. C'est la déclaration de votre ami, allié François Bayrou récemment. Une première critique. On a l'impression que les personnalités sortent du bois et commencent à aller à dire ce qu'elles pensent. Qu'est-ce que vous répondez à François Bayrou ? Je n'ai rien à répondre à François Bayrou particulièrement. Un certain nombre de commentaires sont faits. Moi, ce que je voudrais dire sur la réforme et les transformations, parce que ça me semble être au cœur de la compréhension entre l'action du gouvernement et les Françaises et les Français, c'est qu'on n'est pas là juste pour mettre un coup de peinture sur la voiture, on change le moteur. Donc on change réellement de système. Et ça prend un petit peu de temps, à expliquer, et ça prend un petit peu de temps pour que les effets de ce changement se fassent sentir. Gilles Bornstein, rapidement alors. Oui, une question rapide pour vous. Je connais très vite, votre légendaire prudence. Cette chute est-elle inquiétante? Cette chute est-elle inquiétante? Est-ce que vous pensez qu'elle est de nature à être remontée? Alors, je pense qu'elle est forcément inquiétante pour le président de la République parce qu'on dévisse rapidement dans ce pays et on a beaucoup de mal ensuite à remonter. Voilà. Donc l'enjeu, avant même de remonter, c'est de stabiliser, tout simplement. Ça, c'est dans le domaine du possible. Deuxième point, la chute est impressionnante. Le niveau n'est pas catastrophique, ou ne l'est pas encore. François Hollande, très vite, s'est retrouvé dans une zone à 20-25% de jugement favorable. On est plutôt à 40% là pour Emmanuel Macron. Donc tout le monde est très sensible, avec raison, je crois, à l'importance et la rapidité de la chute, mais il faut quand même rappeler le niveau. C'est un sérieux avertissement, ça traduit beaucoup de choses que j'ai essayé d'expliquer, mais on n'est pas encore dans une situation qui enfermerait Emmanuel Macron dans les eaux basses de l'impopularité, et cela définitivement. Marlène Schiappa, réponse, et nous accueillons notre dernier invité. Rapidement, je serais évidemment beaucoup moins alarmiste. Vous me demandiez tout à l'heure qui étaient les Cassandres dont le président de la République parlait. Je pense que depuis un an, on a entendu que c'était une bulle, qu'il ne serait
serait pas élu, qu'il n'aurait pas de majorité parlementaire, qu'il n'arriverait pas à gouverner. Maintenant, la musique qui a remplacé tout cela, ça devient il n'arrivera pas à remonter dans les sondages. Je pense que le président de la République nous a montré au contraire qu'à chaque fois, il arrivait à maintenir, à expliquer son cap, à le tenir et qu'il le fera encore une fois. Voilà, il sera un des rares à ce moment-là à y parvenir parce que et Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy et François Hollande... Mais ce qu'il a accompli jusqu'à présent est rarissime, donc je pense qu'il continuera. Donc, non, mais c'est simplement extrêmement difficile et ça, on peut au moins en convenir. Merci Brice Tintoriet. Vous restez avec nous sur ce plateau. Nous accueillons notre ultime invité. C'est le parti pris de Tout est politique sur France Info. Et il s'agit de Anne Fulda, journaliste au Figaro et auteur d'un livre à succès, Emmanuel Macron, un jeune homme si parfait chez Plon. Voilà, Anne Fulda, vous êtes installée. Parlez bien dans le micro. Ce livre est un succès en librairie. Comment expliquer un tel succès avec un président en chute dans les sondages? Il y a eu un effet, quand même un effet de curiosité. Bon, je vais répondre parce que c'est un bon livre. C'est un Gilles Bornstein, commentaire. C'est un très bon livre. C'est excellent. Il a raison. C'est un excellent livre. Bon, merci beaucoup. Mais bon, évidemment, l'intérêt de ce livre, c'était aussi le moment où il est arrivé. C'est-à-dire que Emmanuel Macron, les Français ne le connaissaient pas. Donc ils ont voulu savoir qui était cet ovni politique qui débarquait et qui a comme ça raflé la mise. Vous l'avez lu, Marlène Schiappa, j'imagine, hein? Pas encore, mais ça ne saurait tarder vu les excellentes recommandations. C'est une sorte de Bible pour comprendre, au fond, les premières années de la vie d'Emmanuel Macron et sa marche vers l'Élysée. J'ai presque envie de vous dire, Anne Fulda, ce témoignage, ce livre est d'autant plus précieux aujourd'hui que les premiers commentaires après l'élection, autour de l'élection, pendant l'élection, étaient, on va dire, hagiographiques, dithyrambiques. Et aujourd'hui, les critiques commencent à sortir. Comment est-ce que vous pensez qu'il puisse vivre, lui, ce moment qui est un moment un petit peu difficile, compliqué? Bon, je pense que c'est un être humain, donc obligatoirement c'est pas un moment agréable, et c'est probablement difficile parce que ce que j'ai vu en enquêtant sur Emmanuel Macron, sur ses ressorts, sur ce qu'il anime, sur comment il a réussi comme ça à conquérir le pouvoir, c'est qu'en fait il est mu par deux choses a priori paradoxales, c'est-à-dire un très fort désir de convaincre qu'il a depuis tout petit, de séduire. Et dans le même temps, une angoisse qui est liée à une angoisse très très forte de cliver. Donc, en même temps, c'est toujours, on retrouve cette dualité. Donc effectivement, aujourd'hui, il aime la confrontation, il aime aller à la confrontation et pouvoir convaincre les uns et les autres du bien fondé des réformes qu'il prône ou de ses pensées. Et dans le même temps, c'est vrai qu'il a, depuis enfant, tous ceux qui étaient à l'ENA avec lui disent qu'il a toujours détesté cliver. C'est quelque chose qui l'angoisse. Vous validez cette analyse, Marlène Schiappa, vous qui le côtoyez, qui l'avez suivi pendant toute la campagne? Moi, je ne me risquerai pas à des analyses quasi freudiennes. Je vous en laisse la maternité. D'ordre presque psychologique, voire psychanalytique, mais vous pensez qu'il traverse une période difficile, compliquée, personnelle? Non, moi, vous savez, en séminaire gouvernemental, ce matin, je n'ai pas vu un président de la République dans la tourmente. J'ai vu un homme serein, sûr de son cap, sûr de là où il voulait emmener son gouvernement et son pays, au contraire. Voilà, nous allons poursuivre avec vous, Anne Fulda, juste après la séquence des titres de 21h50 sur France Info. Avec vous, Pierrick Bonneau. La nouvelle idée du président Macron pour enrayer l'immigration illégale en France. Le chef de l'État propose d'identifier dès le Niger et le Tchad les ressortissants qui ont droit à l'asile et donc ceux qui ne peuvent pas y prétendre. Il s'agit, selon Emmanuel Macron, de mettre en sécurité le plus rapidement possible les demandeurs d'asile. Au début de l'été, le président avait annoncé qu'il voulait créer des hotspots en Libye, sorte de centre d'études des demandes d'asile hors territoire français. Le pays a besoin de transformation et les Français le savent. Propos signé Édouard Philippe tout à l'heure. À l'issue d'un séminaire gouvernemental de rentrée à l'Élysée, le Premier ministre a présenté les grands axes du travail gouvernemental pour les prochaines semaines avec l'objectif de réparer le pays, dit-il, en débutant par une transformation du droit du travail. Le chanteur Enrico Macias et une centaine d'autres personnes perdent leur procès contre la Landsbanki Luxembourg. Tous les prévenus ont été relaxés, accusés d'escroquerie au tribunal correctionnel de Paris. Relax général de cette filiale d'une banque islandaise et de ses dirigeants. Escroquerie supposée à l'hypothèque qui aurait touché des centaines d'épargnants français. Et puis 8 départements toujours en vigilance canicule ce soir. Le Tarn, le Tarn-et-Garonne, la Saône-et-Loire, le Jura, la Loire, le Puy-de-Dôme, le Rhône et l'Allier. France Info.
21h, 22h, tout est politique. Jean-François Aquili. Suite et fin de Tout est politique sur France Info avec notre invitée Marlène Schiappa, la secrétaire d'État à l'égalité homme-femme, avec Brice Ceinturier, le directeur général d'Ipsos, avec Gilles Bornstein et vous, Anne Fulda, auteur de Emmanuel Macron, un jeune homme si parfait chez Plomb. Je vais vous poser une question un peu idiote, un peu spectaculaire. Non, pas vous. Je ne peux pas le croire. Parlez-nous du chien. On en a discuté, vous et moi. Okay, je retiens. Non, mais ça fait partie de cette séquence voilà. un peu étonnante, un peu étrange, un petit peu difficile à décrypter. Pourquoi ce chien noir, Nemo, qui apparaît on en a parlé en coulisses. C'est vrai, oui. Non, c'est vrai que c'est assez étonnant parce que on a l'impression que c'est un peu les grosses ficelles de la communication qui vont un peu dans la suite des cartes postales qu'on a eues ces dernières semaines sur Emmanuel Macron en pilote, Emmanuel Macron en sous-marin, enfin bon. Et là, le chien, on a l'impression que c'est comme si c'était un accessoire indispensable de président. Et on a vu le chien tout à l'heure sur le perron de l'Élysée, alors qu'Emmanuel Macron accueillait deux chefs d'État l'un après l'autre. Et le chien était à côté, comme ça, en laisse. Donc c'est comme un nouvel accessoire de communication. C'est assez étonnant, c'est surprenant. Alors peut-être qu'il y a là cette symbolique de le chien, c'est vrai que il y a beaucoup de Français qui. Est-ce que je peux me risquer à une autre explication peut-être on en fait trop, un chien, mais pourquoi le chien? D'abord, il a le droit d'avoir un chien, me semble-t-il. Ensuite, c'est un chien très jeune qui a 1 an, je crois, qu'il a recueilli à la SPA. Je pense qu'il n'est pas encore tout à fait dressé et donc il reste avec lui ses premiers jours. Mais est-ce que cela fait partie sur le perron de l'Élysée, quand même, de peut-être un changement d'image, de rendre les choses un peu plus agréables, sympathiques, ou ils ont acheté un chien ou ils ont récupéré un chien? Tout n'est pas stratégisé de cette manière. Il a recueilli un chien à la SPA, un chiot même en l'occurrence. Voilà. Anne Fulda, vous qui avez observé, enquêté sur Emmanuel Macron, vous nous pensez aujourd'hui que l'épouse d'Emmanuel Macron, dont vous parlez longuement, donc Brigitte Macron, dans cet ouvrage, et vous le dites de façon assez détachée, vous expliquez bien quel est son rôle, quelle est sa place. Elle n'a pas tant d'influence que cela, contrairement à ce qui a été dit et répété. Oui, je ne pense pas qu'elle ait une réelle influence politique. D'ailleurs, contrairement à ce qu'on a beaucoup dit, c'est pas elle qui l'a entraîné vers la politique. Il est venu en politique parce qu'il a souhaité s'engager. Elle était plutôt opposée à cet engagement politique. En revanche, elle est quand même celle. Il ne faut pas oublier qu'elle est celle qui l'accompagne dans sa vie depuis qu'il a 16 ans. Donc, elle l'a accompagné dans sa vie scolaire, dans sa vie professionnelle, dans sa vie amoureuse et aujourd'hui quand même dans sa vie politique. Donc, elle est quand même la dernière à qui il parle dans la journée. Et c'est une femme qui est intelligente, qui est cultivée et qui donne son avis, c'est évident. Donc, je ne dis pas qu'elle a une influence incroyable, mais elle a évidemment une influence. C'est indéniable. Et il y a des sujets sur lesquels ils ne sont pas d'accord. Gilles Bornstein. Oui, on parle de ces 4 premiers mois d'Emmanuel Macron. Alors, vous qui avez enquêté sur lui, qui le connaissez bien, est-ce que vous avez été surprise, vous, Anne Fulda, par un certain nombre de choses qu'il a faites ou qu'il n'a pas faites, par sa façon d'exercer? À la lumière de ce que vous savez, est-ce que vous avez été surprise? Je dois dire que j'étais quand même surprise par la passation de pouvoir. Premier jour, même le premier jour, cette marche à la Mitterrand. Comment? C'était plutôt réussi. Oui, c'était réussi, mais j'étais surprise qu'il arrive aussi rapidement à se mettre dans la peau d'un président de la République. C'était pas évident. C'est le président galopin, le Kid, comme le surnomme l'Express. C'était pas évident que comme ça, en quelques heures, il se mue. Mais c'est vrai il semble se muer dans la peau d'un président. On était tous assez, il faut dire les choses, on était tous assez bluffés. Donc ça m'a surprise plutôt favorablement. Ce qui m'a surprise plutôt qui m'a plutôt inquiétée, qui m'a étonnée, c'est cette communication dont je viens de parler, qui semble dépassée, qui semble un peu la communication. Il s'inspire beaucoup d'Obama, visiblement. C'est d'ailleurs aussi sur le chien. D'ailleurs, Obama, quand il avait adopté le chien, il avait aussi beaucoup communiqué sur les réseaux sociaux là-dessus. C'est important, évidemment, la communication, mais c'est vrai, comme il n'y avait pas de sens, c'était des images sans le son. Donc, c'était un peu... Donc, c'était ça le problème.
En fait, il a manqué aux Françaises et aux Français, c'est ce que vous me dites. Oui, parce qu'il y a eu une séquence internationale et il y a eu des images, des jolies images, mais il n'y avait pas de son, il n'y avait pas d'explication et il ne parlait pas aux Français. Brice Teinturier. Il y a eu une incarnation effectivement présidentielle réussie dès les premiers jours et qui est venue démentir tout ce que les commentateurs, moi le premier, disions, c'est-à-dire qu'il n'y aurait pas d'état de grâce. Et il y a eu un état de grâce parce qu'effectivement les Français ont été assez bluffé et assez séduit par la vitesse avec laquelle Emmanuel Macron, à ce moment-là, a endossé les habits de la fonction présidentielle telle qu'il l'a souhaité. Et aujourd'hui, on est dans quelque chose de plus difficile et de plus classique, avec les enjeux budgétaires, économiques, qui reviennent évidemment en force. Donc il y a à la fois l'image et le son, mais aussi une incarnation présidentielle à un moment donné, et des problèmes durs et très concrets qui maintenant arrivent. Marlène Schiappa, tout va trop vite. Aujourd'hui, vous êtes membre de ce gouvernement. Vous êtes une jeune ministre que nous découvrons d'ailleurs puissamment à travers les réseaux sociaux. Vous tweetez énormément, toujours. Ça va trop vite. Alors d'abord, je ne tweete pas énormément. C'est mon cabinet en plus qui gère le compte Twitter. Et je tweete assez peu. Il tweete assez peu. Non, les choses vont vite, mais c'est normal. On est dans une société qui va vite, qui demande de l'immédiateté, des résultats rapidement. Moi, je considère que les Françaises et les Français ont raison d'être impatients et de vouloir avoir des résultats rapidement. Peut-être juste sur ce que vous disiez sur l'incarnation du président. Moi, ce que j'ai vu en accompagnant, en soutenant la campagne d'Emmanuel Macron pendant presque un an, je ne dirais pas qu'il s'est mué en quelques jours en président de la République. Moi, j'ai toujours trouvé qu'il faisait déjà président de la République. Et je pense que c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a eu une forme de confiance rapide de la part des électrices et des électeurs à son égard. Voilà, il est temps de conclure. Peut-être, non, on n'a plus le temps, Gilles Bornstein. Profitons-en pour vous saluer tous. Merci à vous, Gilles, mon complice. On se retrouve demain. Merci à vous, Marlène Schiappa, d'avoir été notre invitée pour cette première de Tout est politique. Je vous rappelle, secrétaire d'État à l'égalité femmes-hommes qui a fait sa rentrée lors du séminaire. Merci, Brice Teinturier, le directeur général d'Ipsos. Merci à vous, Anne Fulda, pour ce regard assez féminin, si je puis dire, et aussi psychologique sur le personnage du chef de l'État. Il faudrait féminiser ce plateau davantage, peut-être. Merci, on en discute en coulisses, si vous le souhaitez. Dans un instant, la météo et les infos.